advances. He has his man in trouble. A left hook to the head. Back into the corner. The referee Vallon steps in and stops the fight. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Il était une fois la boxe. Donc aujourd'hui un épisode un peu particulier puisque déjà c'est un format vidéo. Et surtout j'ai un invité aujourd'hui et un invité qui est Antoine de Saint-Tran Livre. Donc Antoine, comment vas-tu déjà ? Salut Vincent, salut à tous. Parfait, impeccable. Gros programme, on est bien. Voilà, alors Antoine, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, mais je pense qu'il y en a quand même quelques-uns qui te connaissent puisqu'il y a pas mal d'habitude des chroniques du Capitaine Crochet et tu réagis très souvent justement chez le Capitaine Crochet. Et il faut aussi préciser que tu as un blog 130 livres très intéressant, alors blog sur la boxe, mais pas que aussi, où tu abordes un peu tout. Et que je vous conseille d'ailleurs, tout comme d'ailleurs les chroniques du Capitaine Crochet, les gars, si vous n'êtes toujours pas abonnés, allez-y, vous retrouverez Antoine. Moi j'interviens aussi souvent, et puis bien sûr, il y a notre capitaine, il y a plein d'intervenants, et c'est toujours de la bonne. Voilà. Alors si j'ai invité Antoine aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison, c'est que Antoine, dans le milieu, est un peu réputé pour être le spécialiste de la boxe portoricaine quand même. Et moi, il y avait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur Wilfredo Gomez. Et Wilfredo Gomez, évidemment, légende de la boxe portoricaine, qui a même été plusieurs fois officiellement élu meilleur boxeur portoricain de tous les temps. Donc on aura l'occasion d'en reparler après. Mais bon, très très gros nom, très grosse légende. Et évidemment, comme toi, je sais que la boxe portoricaine, ça te tient à cœur, tu la connais très bien. Forcément, je me suis dit, il faut que j'invite Antoine pour en parler. Et justement, Antoine, je vais te laisser la parole maintenant. Si je te dis Wilfredo Gomez, qu'est-ce que ça t'évoque, toi ? Plein de choses, tu l'as dit. Hein. Wilfredo Gomez, c'est le boxeur dont le palmarès, l'histoire, les exploits en font un boxeur important. Mais c'est un type qu'on ne connaît pas quand on connaît la boxe superficiellement. Il faut franchir un petit niveau. Il est, comme pas mal de portoricains, un petit cran en dessous de la culture populaire, on va dire, pugilistique. Il faut connaître un peu son affaire, il faut avoir un peu gratté pour savoir qui est Wilfredo Gomez. Alors, Gomez, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il incarne beaucoup de choses. C'est le boxeur portoricain, c'est une enfance pas simple, le mec qui s'est fait un peu à la force du poignet, un boxeur puncher assez flamboyant, un type qui adorait pas trop aller à la salle de gym, un mec avec une grande bouche assez arrogant, enfin bon, voilà, donc c'est le caractère portoricain comme on l'apprécie, et puis ce qui marque l'imagination, et on va en reparler beaucoup, c'est ce talent de puncher, j'allais dire surtout de finisseur, qui lui a valu de réaliser des séries de KO incroyables, qui lui a valu de renverser des situations qui étaient très compromises aussi. Donc c'est aussi ça qui parle à notre imaginaire, c'est aussi ça qui fait qu'on aime un boxeur comme Gomez. Et puis j'ajouterais que c'est les supercoqs, et ça date d'une époque où c'était une catégorie qui avait du mal à trouver sa place. Et donc c'est un type qui a contribué à légitimer une caté qui n'était pas forcément taillée pour durer. Pendant tout un temps, Sulaiman père se demandait si les 122 livres allaient durer parce que c'était un peu hybride, un peu bâtard. Et il a donné ses lettres de noblesse aux 122 livres. Tout à fait, ouais. On va en reparler puisqu'on va évoquer évidemment sa carrière. Moi, c'est vrai que Wilfredo Gomez, je me souviens, c'est un boxeur que dans un premier temps, tu vois, j'ai pas beaucoup aimé, pas sa boxe, mais vraiment, j'avais l'image d'un personnage assez déplaisant. On en reparlera. Il a battu en plus une de mes idoles. Ça aussi, on va en reparler. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, j'ai été très impressionné par ce gars. C'est un gars, il me faisait presque peur, quoi. Je disais, waouh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce mec, quoi. Il est impressionnant sur un ring, ce qu'il est capable de faire. Effectivement, tu l'as dit, cette puissance dont on va reparler, mais vraiment, c'est un gars, c'est un des boxeurs qui m'a le plus impressionné, tu vois, et j'ai mis du temps à vraiment l'apprécier, et plus je le découvrais, en fait, ça m'a fait un peu un effet comme j'ai pu avoir avec des boxeurs comme Arguello, où plus tu découvres leur carrière, tu dis, putain, mais en fait, ce mec-là, c'est vraiment, ouais, dans la légende, il est extraordinaire, vraiment. Donc voilà, donc Wilfredo Gomez, c'est vrai que très gros nom, et justement, alors tu l'as un peu évoqué, Antoine. Ça commence par une enfance assez difficile à Puerto Rico, à Las Monras, où il est gamin, il vend, je crois, des bonbons dans la rue pour essayer de survivre, pour avoir quelques bourses et essayer de boxer en amateur. Il va y parvenir, en amateur, il va avoir une assez belle carrière quand même, puisque 74 médailles d'or aux Jeux caribéens, je crois, enfin des Caraïbes, excusez-moi. Et puis surtout, il y a le championnat du monde à La Havane, à Cuba, où là encore, il va aller chercher le titre mondial.
Et il va même être sélectionné dans l'équipe olympique en 72 à Munich. Alors hélas, il se fait éliminer dès le premier tour par un Égyptien. Mais belle carrière amateur, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est 96 victoires et 3 défaites, donc plutôt pas mal. Alors je sais pas toi, Antoine, si tu as un peu étudié la carrière amateur de Gomez, si tu t'y es un peu intéressé ou... Alors, j'ai pas regardé dans le détail. En revanche, ça explique une chose, c'est que quand on observe la manière dont il boxe après en pro, c'était un boxeur très éduqué. C'est pas un mec qui s'appuyait sur une grosse patate et rien d'autre. C'est un gars qui avait tous les coups de la boxe et tous les fondamentaux. Et ça explique aussi le pourquoi de sa grande carrière. Et sans doute qu'il aurait pas fait réaliser tout ce qu'il a fait en s'appuyant juste sur une grosse praline. Gomez, c'était pas ça. C'était un finisseur, mais c'était un boxeur. On est tout à fait d'accord et effectivement, en fait, alors déjà il faut savoir que lui aurait voulu apparemment après cet échec en 72 attendre 76 pour tenter les JO de Montréal. Ce problème c'est financièrement ça tient pas, il a pour nourrir sa famille il sait qu'il doit passer pro et je pense aussi qu'il y a un bonhomme qui pousse derrière à l'époque que tu connais Antoine, en étant fan de la boxe portoricaine, c'est Yamil Chad qui a été le promoteur, le manager plus précisément notamment de Kid Gavilan, le boxeur cubain, qui a des origines, je crois, portoricaines et qui a passé une bonne partie de sa vie à Cuba et qui avait déjà repéré Wilfredo Gomez en amateur et qui s'est dit, voilà, il faut le faire passer pro. Et je dirais que ça s'en ressent chez Wilfredo Gomez, ils en parlaient. Il y a un peu, je trouve, une petite influence de la boxe cubaine. Notamment, tu vois, des fois, certaines postures me font un peu penser à un José Napoles, par exemple, de l'époque. Mais effectivement, il a lié ça avec sa propre technique et puis surtout avec un punch dévastateur. Donc, ce qui va lui permettre de faire des débuts pro. Alors, des débuts pro qui commencent pas forcément très bien, puisque premier combat. Alors, il faut quand même préciser, j'oublie qu'il les fait pas à Puerto Rico, parce qu'en fait, il va s'installer au Costa Rica et il veut boxer en fait en Amérique centrale et il va notamment débuter sa carrière à Panama. Donc, Panama, très grande terre de boxe. Et effectivement, premier combat contre Jacinto Fuentes, qui est un match nul. Donc, je sais pas s'il y a des images d'ailleurs de ce combat qui existent. Écoute, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. C'est assez marrant parce que tu faisais la comparaison tout à l'heure avec Arguello. Arguello commence sa carrière par une défaite. Il a aussi la moustache, c'est un peu la même époque. Et Gomez, combat un peu anonyme, voilà, bon, contre un type qui n'est pas rentré dans l'histoire. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc bon, je pense que je sais même pas si ça a été filmé à l'époque. Mais en tout cas, il va continuer à Panama et il va enchaîner d'un coup. Là, ça va être la série de victoires, des victoires par KO. Il va d'ailleurs retrouver Jacinto Fuentes, donc contre qui il a fait un match nul et lui passer le KO. Et c'est vrai que là, déjà, on va un peu parler, alors que tu l'as déjà un peu évoqué, Antoine, mais on a un aperçu du style Gomez. Effectivement, moi, Gomez, quand je vois, et aujourd'hui, avec le regard actuel, comme tu le disais, c'est vrai que souvent résumé à un frappeur. Mais moi, quand je vois, j'ai presque l'impression de voir entre guillemets le boxeur parfait. Il a le jeu de jambes, il a les qualités défensives, il a une bonne vitesse, il a le punch, il a un certain quand même IQ box, il est précis, il est net, puis il prend pas, c'est pas le puncher mort de faim qui se jette comme un fou. Il prend son temps de faire son combat et il allume, il est précis. Et c'est vraiment c'est un virtuose quoi pour moi, c'est un virtuose puncher et c'est pour ça que je dis un peu le boxeur parfait parce que je trouve qu'il y a le côté un peu styliste et le côté puncher qui va avec. Donc je sais pas ce que toi tu en penses Antoine. On est complètement raccord. Il a pu faire dans sa carrière, on va en parler, parfois certaines bêtises tactiques. Il a pu parfois se jeter, il a pu parfois. Mais fondamentalement, s'il a des séries aussi impressionnantes dans sa carrière, notamment celle dont on est en train de parler, c'est parce que voilà, c'est un type qui prend son temps, qui travaille derrière un jab en piston très efficace, très fréquent, dont il use et il abuse. Et il n'a jamais oublié les fondamentaux de la boxe. Il a la tête assez mobile, il l'aura un peu moins par la suite, mais en début de carrière, oui, ça ressemble beaucoup à un boxeur parfait. Alors quand tu vas, il n'a pas forcément un morphotype idéal, il n'a pas les bras très longs, etc., etc. Mais sinon, faut vraiment chercher les défauts en début de carrière. Voilà. Ah, c'est extraordinaire. Et alors, il combat parmi les noms qu'on peut citer à cette période. Alors, il y a Joe Guevara, notamment, je crois qu'il va le combattre à Panama, qui est pas connu du tout, mais en fait, il avait combattu pour le titre nord-américain face à Carlos Zarate, donc chez les Coqs, parce que là, on est encore en Coq, il faut le préciser. Et après, il retourne à Puerto Rico. Et c'est, je crois, dans ces années-là, 75-76, qu'effectivement va naître la catégorie des Super Coqs, dont tu parlais tout à l'heure. Donc toute nouvelle KT effectivement et il commence à avoir quelques gros combats. Alors le plus gros combat, le premier gros combat pour moi dans sa carrière, c'est évidemment Alberto Davila
Alberto Davila qui sera un futur champion du monde, qui est tristement célèbre hélas parce que c'est un de ses adversaires, Kiko Merines je crois, qui est décédé suite à un combat contre lui dans les années 80. Mais là pareil je trouve, alors ce combat tu as un peu le Gomez, c'est-à-dire très très bon techniquement, sur la pointe des pieds tout le temps, très mobile, défensivement effectivement comme tu le disais, des mouvements de tête, de buste, le jab, le bras avant, très efficace, le punch, et il finit en fait par détruire Davila qui était un mec solide d'origine mexicaine, donc c'était vraiment le morphotype un peu du gars solide qu'il fallait travailler, il perd pas son sang-froid, et à la fin du combat même, il y a ce passage, je sais pas si tu te souviens de ce combat, où alors déjà Davila va au tapis une première fois, tu vois Gomez qui lui dit un truc, tu te doutes que c'est pas un compliment quoi, il se relève et il le frappe et l'arbitre arrête le combat, et malgré ça tu vois Gomez qui insulte Davila et qui cherche à pousser l'arbitre pour frapper encore Davila, et ça c'est un truc qu'on verra souvent chez Gomez, cette animosité qu'il a vers les adversaires qui fait que même après les avoir mis KO, il s'arrête pas quoi. Alors ce combat, je sais pas si tu l'as vu Antoine, de ce que t'en penses. Alors, je l'ai pas revu, revu, c'est un peu ancien, effectivement ça fait partie de ces combats de préparation, enfin de ces combats de début de carrière contre des mecs un peu capés. Alors voilà, ça fait partie des choses que j'ai pas rappelé au tout début. Bon, c'était un méchant, on va dire les choses, Gomez c'était un méchant, c'est aussi ce qui a fait qu'il a aligné autant de KO, c'est parce que à la fois il était là pour foutre en l'air le type d'en face, et puis il a beaucoup boxé dans des coins où il était le roi, et il a pris les mauvaises habitudes parce que les arbitres lui passaient certaines habitudes plus ou moins orthodoxes, plus ou moins académiques. Et voilà, c'était un gars un peu comme un Roberto Duran, c'était un type qui faisait ce qu'il fallait pour gagner, y compris ce qu'il n'aurait pas toujours dû. Ouais. D'ailleurs, tu sais que justement, bon, parce qu'il a une partie de sa carrière, donc le début de carrière à Panama, Gomez, il a passé pas mal de temps à Panama et il est très ami apparemment avec Roberto Duran, justement. Ah, mais... c'est des grands amis, ouais. C'est pas tout à fait la même boxe, mais c'est vraiment le même bonhomme, quoi. Oui, c'est vrai. Ça se ressemble beaucoup, effectivement, ouais. Mais même j'aurais tendance à trouver Gomez plus méchant que Duran, tu vois. Ouais. Peut-être. Hein. Effectivement, il a... une fois de plus, dans sa carrière, il a pas mal boxé dans des environnements où il était vraiment très à son aise. Donc, ça t'encourage à prendre des mauvaises habitudes, quoi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et alors, justement, après ce combat, donc, ça commence quand même à devenir un nom, Wilfredo Gomez, et il va y avoir sa première chance mondiale contre Dong Kyuyum, donc, qui est le Sud-Coréen. Alors, la Corée du Sud, il faut savoir quand même à cette époque, dans les petites KT, ils ont un bon vivier de boxeurs et pas mal de champions. C'est pas n'importe quoi. Et alors, ce qui est fou, c'est là que tu vois que ça rejoint ce que tu dis. Gomez à son aise, c'est-à-dire qu'on met tous les moyens quand même de son côté parce qu'on arrive à faire venir le champion à Puerto Rico, ce qui est difficile parce que les boxeurs asiatiques, sud-coréens, qu'ils soient sud-coréens, japonais, généralement il faut que tu ailles les prendre chez eux. Hein. Ah, c'est clair. Les appels d'offres, ils mettent de l'argent sur la table, mais là ils arrivent à le faire venir à Puerto Rico. Effectivement, Gomez, il est jeune, alors à part ce match nul, il a que des victoires par KO. Je crois que, si je dis pas de bêtises, à cette époque c'est 16 combats, 16 victoires, du coup, il doit y avoir 17 combats, donc 16 victoires, 16 KO et un match nul. Et il arrive face à Dong Kyuyum. Et le match-up est un peu parfait pour lui. C'est à Puerto Rico. On sait qu'il a les capacités. Et pourtant, dès les 30 premières secondes, il va un peu y avoir une douche froide pour Puerto Rico. Je te laisse un peu réagir là-dessus. Ouais. Alors voilà, il a 20 ans, il est plein de sève, il est dans une salle qui est une cocotte minute. Voilà, c'est son combat, c'est pour lui. Il vient de foutre en l'air 16 mecs d'affilée. Donc, en effet, tout se passe bien. Puis il est contre un gars qui est sorti pour la première fois de sa carrière d'Asie. Hein. Donc, il y va assez franco. Il boxe en avançant comme un caterpillar face à un adversaire qui le prend, enfin qui recule. Et ça lui arrivera en carrière. No spoilers, ça lui arrivera plus tard en carrière. Mais enfin bon, il fait le show un peu trop vite. Et il prend un contre d'école, un crochet gauche qui tombe bien sur le menton d'école dans les 30 premières secondes. Donc là, c'est l'effet douche froide pour la fin. Alors, il faut écouter le combat avec les commentaires coréens. C'est assez marrant parce que les mecs sont extatiques, évidemment. Bon, Et là, quand même, le round n'est vraiment pas fini. Donc, il s'est foutu dans une situation pas évidente du tout, Pépère. Et alors, Yum, c'est pas un boxeur qui finira sa carrière avec d'immenses références, mais objectivement, à l'œil, c'est un boxeur capable. Et c'est le mérite de Gomez d'avoir survécu à la fin de ce round-là. Alors peut-être que Yum n'y est pas allé suffisamment franco, mais objectivement, pour un type qui vient de se faire sécher, qui n'est pas encore complètement conscient quand il se relève,
on va dire qu'il apprend la vie sur ce combat-là. Et par la suite, il va mettre 2-3 rounds à se rétablir, franchement. Et ce qui est très impressionnant dans ce combat, je pense que t'en auras pensé la même chose, c'est, au fond, il va pas avoir Hume, parce que Hume est un bon boxeur au sens où il ne s'expose pas de manière idiote. Il sait bouger sur un ring, il sait bouger la tête, mais Gomez va l'avoir à l'énergie. Il va y aller comme une scie circulaire, il va y aller combo, il va lui courir après, il va lui mettre une pression d'enfer, et Hume à la fin, c'est d'épuisement qui finira par l'avoir, aux alentours, je crois, du 12e ou du 13e, si c'est le 12e, ouais. Bon champion du monde. Voilà, et ce combat est un modèle, on comprend ce que c'est que Gomez, c'est-à-dire un type qui lâchera jamais son os, et qu'il faudra probablement tuer sur le ring pour l'arrêter. Ouais, non mais c'est ça, je te rejoins. Alors, j'ai revu un peu le combat là récemment. Alors d'ailleurs, j'en profite pour dire sur YouTube, vous avez 2 versions. Il y a une version colorisée, il y a une version noir et blanc. Je préfère la version noir et blanc personnellement. Je trouve que ça a plus de charme. Alors, dans ce que j'ai vu, je trouve quand même que Gomez, dès le premier round, c'est vrai qu'il se fait un peu serrer, mais je trouve qu'il revient quand même assez vite. Je trouve qu'il récupère assez vite. Ouais. Et c'est vrai qu'après, il déroule comme tu dis. C'est en fait, il est très régulier. Même s'il sait monter le rythme, mais je veux dire, il s'épuise pas, il lâche pas. Et j'ai envie de dire, c'est un peu un chemin de croix après pour le Sud-Coréen, parce que vraiment, c'est dur quand même. Il est solide, donc Hume, parce qu'il prend des coups quand même vraiment très très durs d'un Gomez. Et puis ouais, à la fin, comme tu dis, en fait, il y a tout, il y a l'épuisement, il y a l'accumulation de coups, et tu vois qu'il s'effondre, il en peut plus, quoi, le gars, il en peut plus. C'est effectivement au 12e round. Et là, comme tu le dis, il nous montre de quoi il est fait, c'est-à-dire que il y a beaucoup de boxeurs comme ça qui ont un gros punch où on se dit, s'ils se font secouer, s'ils n'arrivent pas dès les premiers rounds à finir l'adversaire, comment ça va être après? Lui, il prouve, alors il l'avait déjà un peu montré face à Davila, c'était un combat assez long, mais là il est dans le dur effectivement dès le début, comme tu dis, il revient, il fait un gros retour, et en fait il te fait même oublier ce knockdown de début de combat, quoi. C'est tellement, après, je veux dire, il est parfait, quoi. Il fait un perfect presque sur tous les autres rounds. Il garde son énergie, ce qui est assez impressionnant. Il garde sa concentration, son focus. Alors apparaît malgré tout un défaut physique chez lui qui va lui jouer des tours plus tard, évidemment, c'est qu'il finit le combat marqué. C'est-à-dire qu'il finit le combat triomphant, mais le visage marqué, il a un œil gonflé. Ça, voilà, il n'y a pas de sportif parfait, il n'y a pas de boxeur parfait. Gomez, lui, il avait une gueule fragile, il avait des pommettes relativement hautes qui éclataient assez facilement, il avait des yeux qui avaient tendance à gonfler, et là c'est un combat qui domine assez largement en dehors du premier round. Néanmoins, il finit avec le visage marqué. Alors c'est christique, c'est assez marrant parce qu'il y a une belle joie, à la fin la salle explose, il y a un envahissement du ring, il y a des flics qui essayent de mettre de l'ordre, qui essayent enfin, c'est vraiment, tu sens la gloire locale, quoi. Tu sens vraiment le patron, la jeune idole. Et ça explique un peu pourquoi pas mal de Portoricains, très jeunes, se sont un peu monté le bourrichon et ont un peu arrêté d'aller à la salle. C'est parce que t'es tellement un dieu d'un coup, d'un seul, que là, c'est ce qui est arrivé ce soir-là de 77, à ce mec qui avait 20 ans, hein, qui était encore un gamin. Ah ouais, non, mais tout à fait. Et c'est vrai que la communion avec la foule, tu la vois, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, bon, il devient champion du monde de WBA, du coup, des Supercoques. Donc, ça y est, il est champion. Maintenant, se lance un nouveau règne. Alors, il défend le titre en fin d'année. Bon, c'est pas forcément des combats marquants, mais c'est des combats qu'il va remporter par KO. Mais on arrive en 1978. Et là, c'est intéressant parce que déjà, cette année 78, vraiment, c'est extraordinaire. Il commence, alors que je reprenne bien pour pas en oublier, il commence par aller au Japon. Donc il sort de l'Amérique centrale, il sort de Puerto Rico pour aller défier Royal Kobayashi, le japonais, alors qu'on avait un petit peu repéré les années d'avant, notamment il avait disputé un titre mondial face à Alexis Arguello. Et là, bon ben, il a un boxeur qui cherche vraiment à lui mettre de la pression dès le début, à lui rentrer dedans. Et au début, il cherche un petit peu à le boxer, à trouver sa distance, j'ai l'impression. Et après, il finit un petit peu par accepter le corps à corps et il finit par trouver une ouverture en contre avec un crochet du gauche. Et là, c'est fini. Donc là, pareil, Antoine, j'attends ton ressenti. Il a un coup, Gomez, qui marche très bien contre les adversaires agressifs, c'est le crochet gauche. C'est d'une façon générale, c'est déjà son arme, entre guillemets, la plus efficace. Ça marche d'autant mieux en termes de timing, de réflexe, de coup d'œil, quand un mec lui rentre dans la gueule. On verra ça plus tard dans sa carrière aussi.
Et là, le crochet gauche, c'est un modèle. Kobayashi a été champion du monde, hein, c'est pas un mauvais boxeur, tu l'as rappelé, il a des références. Aller gagner au Japon, c'est une petite expérience aussi, hein, il faut le faire dans ces KT. Et pour autant, voilà, on voit le Gomez, non pas seulement Caterpillar, non pas seulement machine de guerre, mais voilà, le type qui sait attendre son homme et le piéger, quoi. Exactement. Et alors c'est assez fou parce que déjà le premier knockdown qui prend Kobayashi, tu vois qu'il est sonné. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'il va aller 2 fois au tapis encore après, alors que moi, dès le premier knockdown, presque j'arrête parce qu'il se relève, il titube dans tous les sens. C'est l'impression que c'est un mec à 5 grammes. Et on le laisse continuer, évidemment. Gomez, dès le premier coup, il s'y jette, blam, il retombe, il se relève, il retitube. Et l'arbitre dit non, là, c'est bon, on peut y aller. Et bam, c'est terrible, quoi. Et c'était, je pense, assez important pour lui parce que tu vois, j'ai pas retrouvé l'interview, mais apparemment, il y a une interview de Gomez où il est clair que son idole boxeur d'enfance c'était Fighting Harada. Donc japonais. Oui, absolument. Très grande légende japonaise. Alors le fait d'aller boxer un champion japonais chez lui au Japon et de gagner, je pense que ça devait être aussi important pour lui de faire ça. Ouais. C'est clair. Non, franchement, ça fait partie de ses jolis succès. Ouais. Ah oui, clairement. Et alors après, en avril, il revient à Puerto Rico contre Juan Antonio Lopez, qui était un bon boxeur qui va battre là encore par KO technique au 7e round. Il va ensuite en Thaïlande contre un boxeur qui était Sakat Pechinde, qui a fait du Muay Thai, qui venait comme beaucoup de boxeurs, de boxeurs d'anglaise thaïlandais qu'on a vu. Il vient du pied-point, il vient du Muay Thai, il a même une carrière d'acteur, ce mec. Et bon, il va le sécher chez lui en 3 rounds, toujours pareil, perfect. Septembre, Leonardo Cruz, c'est pareil, c'est-à-dire que grande victoire de Gomez. Alors, combat qui va quand même l'amener jusqu'au 13e round, où il est dominant, quoi, clairement. Et puis on va arriver à la fin 78, en octobre, à une grosse affiche, c'est évidemment Carlos Zarate. Alors Carlos Zarate, j'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui ne connaissent pas. Il faut le resituer à l'époque, ça a été le boxeur de l'année précédente, 77. C'était, je crois, la première fois qu'un Mexicain était élu boxeur de l'année par Ring Magazine. Il est champion du monde des poids coqs, donc la catégorie en dessous. Et on rappelle à ce moment-là, Carlos Zarate, c'est 52 combats, invaincu avec 52 victoires, 51 KO. Je répète, 52 combats, 52 victoires, 51 KO. C'est une terreur, c'est un puncher phénoménal. Et l'an dernier, évidemment, il y a eu ce combat contre Zamora qui lui aussi était ce puncher invaincu, 29 combats, 29 victoires, 29 KO et que Zarate a battu. Et ce gars-là, Zarate, veut monter donc dans la catégorie supérieure des Super Coqs pour défier Gomez, qui lui aussi est invaincu avec des victoires par KO. Donc c'est une affiche qui est énorme. Et Gomez, là, il va boxer un monument, quoi. Faut le dire ce qui est. Ça a beau être un petit bonhomme, Zarate, c'est un titan, quoi, par son palmarès. C'est un titan. Et alors, évidemment, on va mettre les chances quand même un peu du côté de Gomez, dans le sens où c'est organisé au Coliseo Roberto Clemente à Puerto Rico. Mais affiche complètement folle. Alors, avant de parler du combat, rien qu'Antoine, j'aimerais t'entendre réagir un peu sur cette affiche. Imagine-toi, à l'époque, on te présente ça. Il faut imaginer, voilà, que ce sont 2 boxeurs qui ont remporté tous leurs combats professionnels par KO, sauf un. Donc chacun, voilà, ils ont épargné un seul gars. C'est aussi un combat très important dans la rivalité pugilistique entre Puerto Rico et le Mexique. Alors, elle date pas d'hier, cette rivalité. Elle date du premier de Sixto Escobar, qui était le premier champion du monde de Casanova, qui a gagné son titre contre un Mexicain. Donc dans Rodolfo Casanova, ouais. Voilà, ouais. Et alors c'est une rivalité assez marrante parce que il y a beaucoup de stéréotypes là-dedans, un petit peu comme quand tu prends France-Angleterre en rugby, quoi. Mais il y a une réalité derrière les clichés, c'est-à-dire que il y a les mecs à grande bouche, talentueux mais qui bossent pas beaucoup. Il y a les besogneux en face d'eux, qui sont des types durs au mal, fiers, pas flamboyants mais extrêmement concentrés. Il y a le rapport aux États-Unis, parce que Puerto Rico est un protectorat, alors que le Mexique est un rival frontalier. Donc il y a beaucoup de choses dans l'imaginaire. Et puis il y a le fait que derrière les Américains, qui sont un pays à part dans la boxe anglaise, il y a la place de dauphin que se dispute presque dans l'imaginaire collectif la toute petite île de Puerto Rico d'un côté et le Grand Mexique de l'autre. Et donc il faut imaginer que Zarate, à l'époque, tu l'as dit, Zarate est invincible.
Il est invincible. Voilà, il fait. Alors c'est un poids coq. Imaginez les gars, un poids coq d'1m73, parce qu'un mètre 73 c'est pas immense dans l'absolu. Mais quand il n'y a pas beaucoup de viande sur l'œuf, effectivement, le mec est interminable. C'est une mande religieuse. Hein, Exactement. Voilà, tu peux pas définir mieux son style. C'est un boxeur en plus assez cérébral, c'est-à-dire qu'il passe ses débuts de combat à étudier ses adversaires. Et puis quand il a compris le schéma, quand il a compris le déplacement, tout de suite il lance son attaque et ça finit très rapidement après. Et donc il y a d'un côté cette aura, et puis de l'autre il y a le jeune qui monte et qui a, tu l'as dit, quand même pas mal d'avantages, parce que le simple fait de boxer à Saint-Juan, on va le voir d'ailleurs dans le déroulement du combat, peut avoir sa petite importance. Bon. Tout à fait, ouais. Mais écoute, non, t'as très bien résumé là. Alors moi, je précise, je me fais un petit peu d'autopub. J'avais fait un podcast donc sur la guerre à Mexique-Puerto Rico, mais t'as très bien résumé ça, effectivement, derrière les clichés, tous les enjeux qu'il y a. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que j'aime bien ta comparaison. Zarate, c'est la menthe religieuse. Je crois que Ricardo Lopez avait dit qu'il s'était pas mal inspiré de Zarate, et c'est vrai qu'ils ont un petit peu effectivement la même approche du combat, d'étudier au départ, et même la posture se ressemble. Et c'est en ça qu'aussi Carlos Zarate est intéressant, c'est que c'est pas le profil type du Mexicain qui rentre dedans comme un bourrin, c'est un beau boxeur aussi, qui sait boxer, qui est mobile, qui a des beaux mouvements de tête aussi. C'est un très bon boxeur, et c'est pas pour rien s'il est invaincu et quasiment invincible, comme tu me dis à ce moment-là. Alors, ce combat, effectivement, beaucoup de tension. J'ai jamais trop trouvé des traces de conférences de presse entre les deux, mais je pense que ça a dû être pas mal animé quand même. Je crois qu'il y a eu des échos quand même que c'était pas mal insulté et tout. Et puis, alors, effectivement, alors ça arrive dans une ambiance folle, comme tu le dis, au Coliseo Roberto Clemente. Et le combat, écoute, je te laisse en parler, du combat. Mais, alors, c'est la montre religieuse au milieu du ring, et puis autour, alors, je sais pas si c'est la fourmi ou quoi, ou qu'est-ce, bon, je sais pas quelle est la bonne comparaison, mais on comprend très vite, en gros, que Gomez a beau être un macho, il a beau être habitué à foutre en l'air ses adversaires, il a compris qu'il était Zaraté, en gros. Donc il lui donne beaucoup de respect. C'est-à-dire que il va le prendre en boxeur. Il tourne un coup à gauche, un coup à droite. Il ne laisse pas Zaraté se régler dans l'axe, en fait. Il essaye, il va procéder de façon très méthodique, très précautionneuse en quelque sorte, malgré l'ambiance qu'il y a autour, malgré en gros toute la foule qui lui dit mais vas-y, défonce-le. En gros, bon, Gomez est plus malin que ça sur ce combat. Il tourne assez intelligemment, il se passe pas grand-chose au premier round. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que Zaraté, bon, voilà, grande tradition des boxeurs mexicains, monstrueux crochet gauche au foie. Bon, et donc Gomez est beaucoup plus petit, mais il a la ceinture du short qui est levée. Il a beau être petit, il a la ceinture très très haute parce qu'il a pigé, il a pigé le danger, quoi. Bon, d'ordinaire, c'est plutôt le grand qui a le short relevé. Enfin bon, bref. Et il se passe pas grand chose au premier round, ça s'emballe un peu à la fin du second. Et en effet, on sent que Gomez a décidé de torer Zaraté, c'est-à-dire qu'il a décidé de le faire démarrer pour le prendre en contre. On a compris que on comprend assez vite que son crochet gauche est armé et qu'il veut toucher comme ça. Et il va finir par y parvenir au 4e round. C'est-à-dire à avoir le bon angle, la bonne position. Zaraté qui va se mettre à avancer sur lui. Et il le prend sur un premier contre en crochet gauche absolument d'école. Alors, l'histoire serait magnifique. Elle serait magnifique s'il n'y avait pas un tout petit peu d'embrouille quand même malgré tout à la fin de ce 4e round, parce que voilà, c'est... Ah ben, il frappe après la sonnerie, l'arbitre s'interpose, il contourne l'arbitre pour frapper encore. Ouais. Voilà. Et le pauvre Zaraté, tu le vois, il est perdu, lui, il est encore sonné, il comprend rien à ce qui se passe, quoi. Il n'a pas l'habitude. Ah. Voilà. Et donc, voilà, on est dans les exploits de Gomez à Porto Rico, c'est-à-dire voilà, le soupçon d'embrouille qu'il faut. Alors, je dis pas que Gomez n'aurait pas gagné le combat, mais ça a sûrement joué. Parce qu'au 5e round, il n'est pas rétabli, Zaraté. Ah non. Et effectivement, ben, le 5e round, c'est le coup de grâce. Hein. Donc là encore, alors il le prend avec un crochet du gauche, alors Zaraté s'accroche un peu, puis il le repousse dans les cordes de Gomez. Et là encore, c'est une combinaison. Et puis alors, ça finit où Zaraté se retrouve à genoux, et même encore à genoux, bam, l'autre il en met une dans la tête. Quoi, quelle honte, mais quelle honte. Ouais, ah non, mais c'est incroyable. C'est vrai que c'est pour ça que moi, tu vois, ben alors voilà, je le dis, mon idole, c'est Carlos Zaraté, c'est une de mes idoles. Et effectivement, quand j'avais vu ça la première fois, j'étais, ah, c'est pas possible.
Ouais, voilà, non, c'est indéfendable. Enfin, faut dire les choses. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que malgré ça, faut le dire, moi, ce qui m'aime, et c'est pour ça qu'aussi Gomez, je l'aime aujourd'hui et ça m'a impressionné, je trouve, c'est une des plus belles victoires de l'histoire de la boxe, malgré ce côté sale, parce que tactiquement, comme tu dis, ce que fait Gomez, c'est parfait. Techniquement, sur le ring, vraiment. Et puis voilà, tu fais tomber un monument qui était invaincu en 52 combats avec quasiment que des KO. Mais quand t'affiches ça, et bien là, voilà, ça y est, là, tu sais que t'es déjà dans la légende, quoi. C'est incroyable. En plus, voilà, comme tu as dit, il y a le contexte Puerto Rico-Mexique. Pour moi, c'est vraiment, tu vois, je m'imagine boxeur professionnel, c'est la plus belle victoire que tu puisses avoir, quoi. Quand t'as fait ça, tu dois être fier de toi, quoi. Et là, effectivement, ben, Wilfredo Gomez, à partir de ce moment-là, ça commence vraiment à être la légende qu'il est. On commence vraiment à parler de ce petit bonhomme. Et voilà, c'est la fin de la première partie. Il y aura encore 2 parties. En tout, ça fera une vidéo d'environ 1h30. Je m'excuse auprès de Vincent et auprès d'Antoine d'avoir mis pas mal de temps avant de sortir ce premier épisode. Sachez que Vincent m'a envoyé la vidéo déjà le 17 février. Je voulais tout faire en un seul bloc. Mais ça fait déjà des heures de travail sur cette vidéo. Et je me rends compte qu'avec toutes les vidéos que je sors à côté pour suivre l'actualité boxe, eh ben je m'en sors pas et ça risquait de prendre encore beaucoup trop de temps. Donc je préfère qu'une première partie sorte aujourd'hui. J'espère vous faire la suite pour samedi prochain. Je vais me donner du mal pour qu'elle sorte samedi prochain, la suite. Et la suivante le samedi d'après, comme ça vous aurez un épisode par semaine. Vincent, je crois qu'il a déjà un autre épisode podcast qui est prévu, qui arrivera très bientôt, donc il était une fois la boxe. Et quand tout est sorti sur YouTube, je vous mets la version complète en audio sur Spotify. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon compte Spotify. Il y a aussi plein d'autres trucs de podcast où je suis, mais je crois que Spotify, à 75% de mon public, ils sont sur Spotify. Bref. Voilà, je vous ai donné les informations essentielles. Encore pardon Vincent, encore pardon Antoine, j'ai mis du temps. Je suis vraiment désolé les gars, mais en ce moment il y a trop de taf. Et vos vidéos là, c'est des heures de boulot au montage. Et en plus, le risque, c'est toujours de me faire sauter la vidéo une fois qu'elle va sortir. Je peux me la faire bloquer par YouTube parce que j'utilise pas mal d'images quand même. J'espère en tout cas que ça va passer parce que je pense que c'est toujours mieux en tant que spectateur d'avoir une vidéo comme ça, bien montée, qualitative, vous avez des images. Sur ce, je vous souhaite un bon samedi soir. Si vous regardez la vidéo plus tard, ce sera déjà passé. Mais ce soir, il y a pas mal de boxe, donc on sera tous devant notre télé pour regarder ça. Je vous dis à la prochaine. Fighting!